Derrière chaque sourire parfait publié en ligne peut se cacher une vérité bien plus sombre. Pendant des années, des milliers de personnes ont suivi le quotidien apparemment idyllique de cette mère adorée, sans jamais imaginer ce qui se déroulait hors caméra. Sa fille, Lillian Mercer Keane, surnommée Lily, apparaissait souvent dans des vidéos remplies de rires, de jeux et de moments tendres. Puis, un jour, elle a disparu, sans laisser la moindre trace. 21 ans plus tard, une simple découverte dans un vieux téléphone allait révéler quelque chose de profondément troublant. Des vidéos jamais publiées, des images que personne n'était censé voir, et une vérité si dérangeante qu'elle a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Ce que cette mère a fait à sa propre fille dépasse l'entendement, et ce n'était que le début d'une histoire encore plus déroutante. Lillian Mercer Keane, que tout le monde appelait Lily, était une enfant qui attirait naturellement l'attention, sans jamais chercher à le faire. Elle avait ce mélange rare de curiosité et de douceur, une façon de poser des questions sérieuses avec une voix encore enfantine, et un regard qui semblait toujours observer plus que ce qu'elle montrait. Dans les vidéos publiées par sa mère, elle apparaissait comme une petite fille joyeuse, toujours souriante, souvent en train de rire, ou de participer avec enthousiasme aux activités proposées. Sa mère, Claire Mercer, était devenue une figure reconnue sur les réseaux sociaux, spécialisée dans ce que beaucoup appelaient le contenu familial authentique. Elle filmait leur quotidien, les repas, les moments de jeu, les routines du soir. Tout semblait soigneusement spontané, comme si la caméra n'était qu'un témoin discret d'une vie parfaite. Les abonnés admiraient cette proximité, cette impression d'intimité. Claire parlait souvent de sa fille comme de sa plus grande bénédiction, et chaque publication renforçait cette image. Pourtant, certains détails passaient inaperçus pour la majorité, mais restaient gravés dans l'esprit de ceux qui regardaient avec plus d'attention. Par exemple, dans certaines vidéos, Lily semblait hésiter avant de répondre, comme si elle cherchait la bonne réaction. Parfois, son regard quittait brièvement la caméra, se tournant vers sa mère, comme pour vérifier quelque chose. Ce n'était rien de flagrant, rien qui aurait pu alerter immédiatement, mais c'était suffisant pour créer une impression étrange, difficile à expliquer. Dans leur maison située dans un quartier calme de Bend, tout était ordonné, presque trop parfait. Les meubles étaient toujours impeccables, les objets soigneusement placés, et chaque pièce semblait prête à être filmée à tout moment. Claire expliquait souvent que cette organisation l'aidait à gérer son travail et sa vie de mère. Elle disait que cela lui donnait un sentiment de contrôle, un mot qu'elle utilisait plus souvent que nécessaire. Les voisins décrivaient Lily comme une enfant polie, discrète, mais un peu réservée. Elle jouait rarement seule dans le jardin, préférant rester à l'intérieur. Quand elle sortait, c'était presque toujours sous la surveillance directe de sa mère. Certains trouvaient cela normal, d'autres un peu excessif, mais personne n'y voyait quelque chose d'alarmant. Après tout, Claire était perçue comme une mère attentive, être simplement plus prudente que les autres. À l'école, les enseignants avaient remarqué que Lily était intelligente, mais qu'elle participait peu. Elle semblait parfois distraite, comme si ses pensées étaient ailleurs. Lors des activités créatives, elle dessinait souvent des scènes très détaillées de sa maison, parfois avec des éléments répétitifs, comme des portes fermées ou des escaliers. Un enseignant avait mentionné cela à Claire, qui avait simplement répondu que Lily avait une imagination très développée. En ligne, cependant, rien de tout cela n'existait. Les vidéos montraient une enfant parfaitement heureuse, une relation mère-fille idéale, presque irréelle. Claire savait exactement comment cadrer ses prises, comment monter ses vidéos, comment raconter une histoire qui touchait son audience. Chaque sourire, chaque moment tendre, semblait soigneusement sélectionné pour renforcer cette image. Un détail revenait souvent dans ses publications, sans que personne n'y prête vraiment attention. Dans plusieurs vidéos, on pouvait voir Lily porter le même bracelet, un petit objet discret, presque insignifiant. Claire expliquait qu'il s'agissait d'un porte-bonheur, quelque chose que Lily ne quittait jamais. Mais dans certaines séquences,
Le bracelet semblait disparaître, puis réapparaître sans explication claire, comme si les moments filmés ne correspondaient pas exactement à la chronologie suggérée. Avec le recul, ces incohérences allaient prendre une importance particulière, mais à l'époque, elles étaient noyées dans des centaines d'heures de contenu, dans un flot constant d'images rassurants. Personne ne cherchait à analyser en profondeur, parce que tout semblait aller bien. Trop bien peut être. Claire continuait de partager leur quotidien, accumulant les vues, les commentaires, les messages d'admiration. Elle répondait souvent à ses abonnés, parlant de parentalité, de confiance, de bonheur simple. Elle donnait des conseils, racontait des anecdotes, construisait peu à peu une image de référence, celle d'une mère modèle. Et au centre de tout cela, Lily restait une présence constante, mais silencieuse dans un sens plus profond. Elle était là, visible, mais jamais vraiment entendue. Ses mots étaient courts, ses réactions mesurées, toujours adaptées à ce que la caméra attendait d'elle. C'était subtil, presque invisible, mais suffisant pour créer une dissonance que peu de gens pouvaient identifier clairement. Rien, à ce stade, ne permettait d'imaginer ce qui allait suivre. Rien ne laissait penser que, derrière cette façade parfaitement maîtrisée, quelque chose d'autre était en train de se construire, lentement, méthodiquement. Et pourtant, les indices étaient déjà là, dispersés dans ces images que tout le monde regardait, mais que personne ne comprenait vraiment. La maison des Mercer Keane était souvent décrite comme chaleureuse, mais ceux qui y entraient pour la première fois ressentaient parfois une impression difficile à définir, comme si tout était légèrement trop maîtrisé. Chaque objet semblait avoir une place précise. Chaque surface était impeccable, et même les jouets de Lily étaient rangés selon un ordre presque méthodique. Claire expliquait que cette discipline était essentielle pour maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et son travail en ligne. Le père biologique de Lily n'était plus présent depuis plusieurs années. Selon Claire, la séparation avait été compliquée, mais nécessaire. Elle en parlait rarement, et toujours avec des mots soigneusement choisis, évitant les détails. À la place, elle mettait en avant leur nouvelle stabilité, leur quotidien simple, centré sur leur relation mère-fille. Cette absence n'était presque jamais questionnée par ses abonnés, qui semblaient accepter cette version sans chercher plus loin. De temps en temps, un homme apparaissait brièvement dans certaines vidéos, souvent en arrière-plan, jamais clairement présenté. Claire le décrivait comme un ami proche, quelqu'un qui les aidait occasionnellement. Mais ces apparitions étaient rares, et il disparaissait aussi vite qu'il était apparu, sans explication. Certains abonnés avaient posé des questions, mais Claire y répondait toujours de manière vague, détournant rapidement l'attention vers Lily. Les voisins, eux, avaient une perception plus nuancée. Ils voyaient Claire comme une femme polie, mais distante. Elle engageait rarement de longues conversations, et semblait toujours pressée de rentrer chez elle. Lily, en revanche, était discrète, presque effacée. Une voisine se souvenait l'avoir vue regarder longuement à travers la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Un détail revenait dans plusieurs témoignages. Parfois, tard dans la soirée, certaines lumières restaient allumées dans la maison, même quand tout semblait silencieux. Ce n'était pas inhabituel en soi, mais cela arrivait suffisamment souvent pour être remarqué. Une voisine avait mentionné entendre des bruits étouffés, comme des déplacements rapides ou des objets déplacés, sans jamais pouvoir identifier clairement leur origine. À l'intérieur, Claire continuait de filmer leur quotidien avec une précision presque professionnelle. Elle répétait parfois certaines scènes, demandant à Lily de recommencer une action pour obtenir le bon angle ou la bonne réaction. Cela pouvait sembler anodin, mais avec le temps, cela créait une dynamique particulière, où chaque moment devait correspondre à une attente précise. Une ancienne amie de Claire, qui avait perdu contact avec elle quelques mois avant la disparition, se souvenait d'une conversation troublante. Claire lui avait parlé de la difficulté de maintenir une image parfaite, de la pression constante de devoir montrer une vie sans défaut. Elle avait utilisé le mot « contrôle » encore une fois, insistant sur le fait que tout devait être maîtrisé, anticipé, organisé.
Cette amie avait également remarqué que Claire devenait de plus en plus isolée. Elle refusait certaines invitations, annulait des rendez-vous à la dernière minute, préférant rester chez elle. Elle disait que c'était pour se concentrer sur son travail, mais cela ressemblait davantage à un retrait progressif, comme si elle voulait limiter les interactions extérieures. Lily, pendant ce temps, semblait s'adapter à cet environnement. Elle suivait les routines, participait aux vidéos, répondait aux attentes. Mais certains enseignants avaient noté un changement subtil dans son comportement. Elle devenait plus silencieuse, plus attentive aux consignes, presque trop, comme si elle cherchait constamment à éviter une erreur, même minime. Un jour, lors d'une activité en classe, on lui avait demandé de dessiner sa famille. Elle avait représenté sa mère avec beaucoup de détails, mais s'était dessinée elle-même de manière très petite, presque en retrait. Quand l'enseignant lui avait demandé pourquoi, elle avait simplement répondu qu'elle préférait laisser plus de place pour les autres éléments. Une réponse simple, mais qui avait laissé une impression étrange. En ligne, cependant, rien de tout cela n'apparaissait. Les vidéos continuaient de montrer une relation harmonieuse, des moments de complicité, des sourires constants. Claire savait exactement ce que son audience voulait voir, et elle le leur donnait, sans jamais laisser transparaître la moindre faille. Avec le temps, cette dualité devenait de plus en plus marquée. D'un côté, une image publique parfaitement construite, presque irréprochable. De l'autre, une réalité plus complexe, faite de silence, de contrôle et de détails qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un tableau plus inquiétant. Et pourtant, malgré ces éléments, rien ne permettait encore de comprendre ce qui allait se produire. Tout restait en surface, caché derrière une façade trop bien entretenue. Mais cette façade commençait déjà à montrer des signes de tension, des fissures invisibles pour la plupart, mais bien réelles pour ceux qui prenaient le temps de regarder de plus près. Le jour de la disparition de Lily avait commencé comme n'importe quel autre, ou du moins, c'est ce que Claire avait affirmé à plusieurs reprises. Le matin, une vidéo avait été publiée, montrant Lily en train de préparer un petit déjeuner avec sa mère, riant doucement, versant du lait dans un bol avec une concentration presque exagérée. Rien ne semblait inhabituel. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Selon la chronologie reconstruite plus tard, la journée s'était déroulée dans la maison. Claire avait expliqué qu'elle travaillait sur une nouvelle série de contenus, ce qui impliquait plusieurs prises de vue dans différentes pièces. Lily apparaissait dans certaines séquences, puis disparaissait de l'écran pendant que sa mère continuait de filmer d'autres éléments. Vers le début de l'après-midi, une vidéo non publiée, retrouvée bien plus tard, montrait Lily dans sa chambre. Elle était assise sur le sol, entourée de jouets soigneusement disposés. À un moment précis, elle levait les yeux vers quelque chose hors champ, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. La vidéo s'arrêtait brusquement quelques secondes plus tard. Claire affirmait qu'après cela, elle était restée au rez-de-chaussée pour monter ses vidéos. Elle disait ne pas avoir remarqué l'absence de Lily immédiatement, pensant qu'elle jouait tranquillement à l'étage. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, selon son récit, qu'elle aurait commencé à s'inquiéter. Un détail troublant apparaissait dans les relevés horaires. Les fichiers vidéo de Claire montraient des interruptions inhabituelles, des coupures nettes, comme si certaines séquences avaient été supprimées ou déplacées. À l'époque, personne n'y avait prêté attention, mais avec le recul, ces anomalies prenaient une autre dimension. En fin d'après-midi, Claire avait appelé Lily à plusieurs reprises, sans réponse. Elle avait ensuite déclaré avoir fouillé toute la maison, pièce par pièce, sans succès. Elle insistait sur le fait que toutes les portes étaient fermées, que les fenêtres n'avaient pas été ouvertes et qu'aucun signe d'effraction n'était visible. Les caméras extérieures, installées à l'avant de la maison, n'avaient enregistré aucune sortie, aucun mouvement suspect, aucun passage. Les images montraient une rue calme, des voitures passant occasionnellement, mais rien qui puisse expliquer la disparition d'un enfant. Lorsque Claire avait finalement contacté les autorités, sa voix était décrite comme maîtrisée, presque trop calme. Elle répétait les mêmes informations, sans variation, comme si elle récitait une version déjà préparée.
Les premiers agents sur place avaient noté cette précision inhabituelle, sans pour autant y voir une preuve de quoi que ce soit. À l'intérieur de la maison, rien ne semblait déplacé. La chambre de Lily était intacte, ses jouets exactement là où ils apparaissaient dans les vidéos. Le fameux bracelet était posé sur une petite table, ce qui contredisait l'idée qu'elle ne le quittait jamais. Ce détail avait été mentionné, puis rapidement oublié dans le flot d'informations. Un élément, cependant, avait attiré l'attention d'un enquêteur. Dans l'une des vidéos tournées ce jour-là, un bruit sourd pouvait être entendu en arrière-plan, presque imperceptible. À l'époque, cela avait été interprété comme un simple objet tombant au sol. Mais ce son revenait dans plusieurs fichiers, toujours à des moments similaires, comme un écho répété. Claire avait expliqué qu'il s'agissait probablement de travaux dans le quartier, ou d'un objet mal fixé dans la maison. Cette explication avait été acceptée sans vérification approfondie. Les heures suivantes avaient été marquées par une intensification des recherches. Les voisins avaient été interrogés, les alentours inspectés, mais aucune piste concrète n'avait émergé. Lily semblait s'être volatilisée, comme si elle n'avait jamais quitté la maison, mais n'y était plus non plus. Ce paradoxe avait rapidement transformé l'affaire en mystère. Comment un enfant pouvait-il disparaître d'un espace fermé, sans trace, sans témoin, sans explication? Cette question allait rester au centre de l'enquête pendant des années. Claire, de son côté, continuait de coopérer, répondant aux questions, répétant son récit avec une constance remarquable. Elle participait aux recherches, apparaissait aux côtés des autorités et partageait régulièrement des messages en ligne, demandant de l'aide, exprimant son inquiétude. Mais derrière cette apparente transparence, certains détails continuaient de ne pas correspondre. Des petites incohérences, des moments flous, des absences de réponses précises. Rien de suffisant pour accuser, mais assez pour semer un doute discret, persistant. Et tandis que la nuit tombait sur Bend, la disparition de Lily devenait officiellement une affaire ouverte, sans suspect clair, sans direction évidente. Une énigme qui, à ce moment-là, semblait insoluble. Les premières heures de l'enquête avaient été menées avec une intensité méthodique, chaque détail étant examiné avec l'espoir de trouver une trace, même minime. La maison des Mercer Keane était devenue le centre des opérations, un lieu à la fois familier et soudainement suspect. Les agents entraient et sortaient, prenaient des photos, notaient chaque élément, tentaient de reconstruire un scénario qui semblait défier toute logique. Claire restait présente, répondant aux questions, répétant encore et encore le déroulement de la journée. Elle insistait sur le fait qu'elle n'avait rien entendu d'inhabituel, rien vu de suspect. Sa version ne changeait pas. Chaque détail était identique à la précédente déclaration. Cette constance aurait pu être rassurante, mais pour certains enquêteurs, elle devenait presque trop parfaite. Les équipes avaient rapidement établi qu'aucune intrusion extérieure n'était visible. Les portes n'étaient pas forcées, les fenêtres intactes. Les caméras extérieures confirmaient l'absence de mouvement autour de la maison pendant les heures critiques. Cela orientait naturellement les soupçons vers une disparition interne, quelque chose qui s'était produit à l'intérieur même de la maison. Un groupe d'enquêteurs s'était concentré sur les objets appartenant à Lily. Sa chambre avait été examinée en détail. Chaque jouet, chaque livre, chaque vêtement avait été analysé. Rien ne semblait déplacé, rien ne manquait, à l'exception de Lily elle-même. Le bracelet, retrouvé sur la table, avait été placé sous scellé, mais aucune trace exploitable n'avait été identifiée. Les téléphones et les ordinateurs de Claire avaient également été saisis pour analyse. À l'époque, les outils numériques étaient moins avancés qu'aujourd'hui, mais les techniciens avaient tout de même tenté de récupérer des données, des historiques, des fichiers supprimés. Plusieurs vidéos semblaient avoir été effacées récemment, mais leur contenu restait inaccessible. Parallèlement, les enquêteurs avaient commencé à interroger le voisinage. Certains témoignages confirmaient que rien d'inhabituel n'avait été observé ce jour-là. D'autres, en revanche, apportaient des éléments plus ambigus. Une voisine affirmait avoir entendu un bruit sourd dans l'après-midi, comme quelque chose de lourd tombant au sol.
Un autre voisin mentionnait avoir vu Claire sortir brièvement dans le jardin, seule, semblant agitée, avant de rentrer rapidement. Ces éléments étaient notés, mais restaient insuffisants pour établir une direction claire. L'absence de preuves matérielles rendait chaque piste fragile, presque spéculative. Malgré cela, les enquêteurs devaient avancer, explorer chaque possibilité, même les plus improbables. Les premiers suspects avaient émergé rapidement, souvent basés sur des impressions ou des circonstances. Le voisin qui observait fréquemment la maison avait été interrogé en détail. Son comportement était jugé étrange, mais aucun élément concret ne le reliait à la disparition. Son emploi du temps avait été vérifié, et il disposait d'un alibi solide. Un ancien compagnon de Claire avait également été convoqué. Leur relation s'était terminée de manière tendue, et certains messages retrouvés suggéraient des conflits. Cependant, il se trouvait dans un autre état au moment des faits, avec des preuves confirmées. Cette piste, comme les autres, s'était rapidement effondrée. Pendant ce temps, l'attention médiatique commençait à se développer. Les premières publications en ligne, les articles locaux puis nationaux, transformaient l'affaire en sujet public. Claire apparaissait dans des interviews, exprimant sa détresse, appelant à l'aide. Son image de mère dévouée renforçait l'émotion autour de l'affaire. Mais au sein de l'équipe d'enquête, une question persistait. Comment une disparition aussi totale pouvait-elle se produire sans laisser la moindre trace? Cette absence devenait en elle-même un indice, un élément qui suggérait une action maîtrisée, réfléchie, peut être planifiée. Un enquêteur avait proposé une hypothèse encore fragile, mais difficile à ignorer. Et si la réponse ne se trouvait pas à l'extérieur, mais entièrement à l'intérieur, si tout s'était produit dans cet espace clos, sous les yeux de quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux, les habitudes, les angles morts, cette idée n'était pas formulée ouvertement, pas encore, mais elle commençait à s'installer discrètement dans l'esprit de certains. Et à mesure que les jours passaient sans avancée significative, cette possibilité, autrefois impensable, devenait de plus en plus difficile à écarter. Au fil des jours, l'enquête avait commencé à s'élargir, cherchant des réponses au-delà des murs de la maison. L'attention s'était tournée vers les personnes ayant eu un contact, même indirect, avec Lily ou sa mère dans les semaines précédant la disparition. Parmi elles, un voisin en particulier attirait l'attention, non pas pour une preuve concrète, mais pour une accumulation de comportements jugés inhabituels. Cet homme, discret et vivant seul, passait une grande partie de son temps chez lui. Plusieurs habitants du quartier avaient remarqué qu'il observait parfois la rue depuis sa fenêtre, regardant les allées et venues, y compris celles de la maison des mères Serkin. Ce détail, anodin en apparence, avait suffi à éveiller les soupçons dans un contexte où chaque comportement était analysé. Les enquêteurs l'avaient interrogé à plusieurs reprises. Il s'était montré coopératif, répondant aux questions sans hésitation. Il avait expliqué qu'il travaillait à domicile, ce qui expliquait sa présence constante. Concernant le jour de la disparition, il avait fourni un emploi du temps précis, corroboré par des relevés informatiques et des appels téléphoniques. Rien ne contredisait sa version. Malgré cela, certains continuaient de le considérer comme une piste possible. Son isolement, son comportement réservé, et le fait qu'il ait une vue partielle sur la maison de Claire entretenait un doute persistant. Une perquisition avait été effectuée chez lui, mais elle n'avait révélé aucun élément suspect, aucun objet lié à Lily, aucune trace, rien qui puisse soutenir les soupçons. Parallèlement, un ancien compagnon de Claire était revenu dans l'attention des enquêteurs. Leur relation avait été marquée par des tensions, et certains messages récupérés montraient des échanges conflictuels. Il avait été interrogé de nouveau, cette fois de manière plus approfondie. Il avait reconnu des disputes, mais niait toute implication. Son alibi déjà vérifié restait solide. Ces deux pistes, bien que prometteuses au départ, commençaient à s'affaiblir. Les enquêteurs se retrouvaient face à un problème récurrent dans ce type d'affaires, des suspects plausibles, mais aucune preuve tangible. Chaque hypothèse semblait se dissoudre dès qu'elle était examinée de plus près. Pendant ce temps,
Claire continuait d'apparaître publiquement, participant à des recherches, donnant des interviews, maintenant une présence constante en ligne. Elle publiait des messages réguliers, demandant de l'aide, partageant des photos de Lily, rappelant les circonstances de sa disparition. Son ton était toujours mesuré, ses mots soigneusement choisis. Cependant, certains observateurs commençaient à noter une répétition dans ses discours, une manière presque mécanique de raconter les événements. Elle utilisait les mêmes phrases, les mêmes descriptions, comme si elle s'en tenait à une version fixe, sans jamais s'en écarter. Ce détail subtil passait inaperçu pour la majorité, mais intriguait ceux qui écoutaient attentivement. Un élément nouveau était apparu lorsque les enquêteurs avaient examiné plus en détail les vidéos publiées dans les jours précédant la disparition. Dans l'une d'elles, un reflet inhabituel pouvait être aperçu brièvement dans une surface vitrée. L'image était floue, difficile à interpréter, mais certains y voyaient une silhouette qui ne correspondait pas à Claire ou à Lily. Cette découverte avait relancé une hypothèse, la présence d'une tierce personne dans la maison. Les enquêteurs avaient tenté d'améliorer la qualité de l'image, sans succès concluant. Le reflet restait ambigu, ouvert à interprétation. Était-ce une illusion, un artefact visuel ou une preuve ignorée? Claire avait été interrogée à ce sujet. Elle avait affirmé qu'aucune autre personne n'était présente ce jour-là et avait suggéré que le reflet pouvait provenir d'un objet ou d'un effet de lumière. Son explication, bien que plausible, n'avait pas totalement dissipé les doutes. Les jours se transformaient en semaines, et l'enquête commençait à perdre de son élan initial. Les pistes s'épuisaient, les indices restaient insuffisants, et la pression médiatique, bien que toujours présente, commençait à se déplacer vers d'autres affaires. Pourtant, au cœur de cette stagnation, une tension persistait. Trop d'éléments ne correspondaient pas. Trop de détails restaient sans réponse. Et malgré l'absence de preuves directes, une question continuait de hanter certains enquêteurs. Et si les réponses étaient déjà là, visibles, mais mal interprétées, cette idée, encore fragile, allait bientôt prendre une importance nouvelle, à mesure que l'attention se déplacerait vers un élément jusqu'alors considéré comme secondaire, mais qui contenait peu, être bien plus que ce que l'on avait imaginé. À mesure que les pistes extérieures perdaient en crédibilité, l'attention des enquêteurs s'était progressivement recentrée sur un élément jusque-là considéré comme secondaire, mais pourtant omniprésent dans la vie de Claire, ses réseaux sociaux. Ce qui avait d'abord été vu comme un simple outil de communication devenait maintenant une source potentielle d'indices, un archive détaillé de son quotidien, filmé, monté et partagé presque sans interruption. Les équipes avaient commencé à analyser méthodiquement des dizaines, puis des centaines de vidéos. Chaque séquence était visionnée, parfois image par image, à la recherche d'un détail incohérent, d'un mouvement inhabituel, d'un élément qui aurait pu passer inaperçu. Ce travail était long, répétitif, mais nécessaire. Dans un dossier où les preuves physiques manquaient, ces images devenaient une forme de témoignage indirect. Très vite, certains motifs avaient commencé à émerger. Claire utilisait souvent les mêmes cadrages, les mêmes angles, les mêmes pièces de la maison. Cela donnait une impression de cohérence, mais aussi de contrôle. Chaque plan semblait calculé, chaque mouvement anticipé. Rien ne paraissait laissé au hasard. Dans plusieurs vidéos, Lily apparaissait en train de jouer, de répondre à des questions, ou de participer à des activités. Mais en observant attentivement, les enquêteurs avaient remarqué que ses réactions semblaient parfois décalées, légèrement en retard, comme si elle attendait une indication. Dans certaines séquences, on pouvait même distinguer un léger mouvement de tête de Claire, hors champ, juste avant que Lily ne parle. Un détail en particulier avait retenu leur attention. Dans plusieurs vidéos tournées à des jours différents, Lily portait le même bracelet. Cela correspondait à ce que Claire avait expliqué. Mais en comparant les horodatages et les vêtements, une incohérence apparaissait. Certaines scènes semblaient avoir été filmées à des moments différents, puis assemblées comme si elles appartenaient à une même journée. Cette manipulation, bien que subtile, suggérait que le contenu n'était pas simplement spontané, mais reconstruit.
Cela posait une question importante. Si certaines vidéos étaient montées de manière à modifier la perception du temps, pouvait-il en être de même pour les événements du jour de la disparition? Les enquêteurs avaient alors décidé d'examiner de plus près les fichiers originaux, dans la mesure du possible. Certains avaient été supprimés, d'autres modifiés. Les métadonnées disponibles indiquaient des coupures, des réenregistrements, des exportations multiples. Rien de suffisant pour prouver une intention criminelle, mais assez pour indiquer une manipulation régulière du contenu. Un autre élément troublant concernait les vidéos non publiées. Bien que la majorité des fichiers accessibles soient ceux partagés en ligne, quelques fragments récupérés montraient des scènes plus brutes, moins travaillées. Dans l'une d'elles, Lily semblait visiblement fatiguée, répondant à peine aux sollicitations de sa mère. Claire insistait, répétait une question, demandait une réaction plus enthousiaste. Dans une autre séquence, un bruit sourd était clairement audible, suivi d'un silence inhabituel. Claire arrêtait l'enregistrement presque immédiatement. Ce type de moment, absent des publications, révélait une facette différente de leur quotidien, plus tendue, moins maîtrisée. Ces découvertes avaient renforcé une hypothèse déjà présente, mais encore non confirmée. Claire ne se contentait pas de documenter sa vie, elle la construisait. Elle décidait de ce qui devait être vu, de ce qui devait être caché, et de la manière dont chaque élément devait être perçu. Cette capacité à contrôler l'image publique posait un problème majeur pour l'enquête. Si la réalité présentée était partiellement fabriquée, alors les repères habituels devenaient incertains. Les horaires, les enchaînements, les interactions pouvaient avoir été modifiés, rendant toute reconstitution plus complexe. Malgré cela, aucune preuve directe ne permettait encore de relier ces manipulations à la disparition de Lily. Les enquêteurs restaient prudents, conscients que ces éléments, bien qu'inquiétants, ne constituaient pas en eux-mêmes une preuve de culpabilité. Mais une chose devenait de plus en plus claire. Les réponses ne se trouvaient être pas dans un événement isolé, mais dans une accumulation de détails, dans une compréhension plus profonde de la dynamique entre Claire et sa fille. Une dynamique où l'image prenait le pas sur la réalité, où le contrôle devenait une nécessité, et où chaque moment était potentiellement transformé pour correspondre à une version idéale. Et dans ce contexte, la disparition de Lily n'apparaissait plus comme un incident inexplicable, mais comme une pièce manquante d'un système beaucoup plus vaste, encore partiellement invisible, mais lentement en train de se révéler. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un témoignage en particulier allait apporter une nouvelle perspective, plus intime, plus dérangeante. Il provenait d'une ancienne amie de Claire, une femme qui avait partagé une partie de son quotidien avant de s'en éloigner sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas souhaité s'exprimer publiquement, mais face à l'absence de réponse, elle avait accepté de parler aux enquêteurs. Elle décrivait Claire comme quelqu'un de charismatique, organisé et extrêmement attentive à son image. Au début, leur relation était naturelle, presque simple. Elles se voyaient régulièrement, échangeaient sur leur vie, sur leurs projets. Mais avec le temps, quelque chose avait changé. Claire devenait plus exigeante, plus rigide, notamment lorsqu'il s'agissait de son contenu en ligne. Selon cette amie, chaque moment partagé avec Lily semblait progressivement devenir une opportunité de création. Les jeux n'étaient plus seulement des jeux, mais des scènes potentielles. Les conversations étaient parfois interrompues pour être rejouées devant la caméra. Et si le résultat ne correspondait pas à ce que Claire attendait, elle demandait à recommencer, encore et encore. Un souvenir en particulier revenait dans son témoignage. Lors d'une visite, elle avait assisté à l'enregistrement d'une vidéo dans laquelle Lily devait raconter sa journée. L'enfant avait commencé à parler, naturellement, mais Claire l'avait interrompu, lui demandant de reformuler, de sourire davantage, de regarder directement l'objectif. Ce qui avait d'abord semblé anodin avait pris une autre dimension lorsque cela s'était répété plusieurs fois, jusqu'à ce que Lily paraisse fatiguée, presque absente. L'ami avait également remarqué que Claire utilisait souvent le mot « contrôle » dans ses discussions. Elle parlait de maîtriser son environnement, de prévoir chaque détail,
d'éviter les imprévus. Elle disait que c'était essentiel pour maintenir une cohérence, pour ne pas laisser place au hasard. À l'époque, cela avait été perçu comme une forme de perfectionnisme, être excessive, mais pas inquiétante. Cependant, certains comportements avaient commencé à la mettre mal à l'aise. Claire semblait parfois réagir de manière disproportionnée à de petites choses. Un objet déplacé, une phrase mal formulée, un geste inattendu pouvait provoquer une irritation soudaine, rapidement dissimulée, mais bien réelle. Lily, dans ces moments-là, devenait silencieuse, attentive, comme si elle anticipait la réaction de sa mère. Un autre détail avait marqué l'amie. Elle se souvenait d'avoir vu Lily porter son bracelet habituel, puis de le voir retiré par Claire sans explication, avant d'être replacé plus tard pour une vidéo. Ce geste, simple en apparence, avait donné l'impression que certains éléments étaient utilisés comme des accessoires, intégrés ou retirés selon les besoins. Avec le temps, la relation entre les deux femmes s'était distendue. L'amie avait commencé à éviter les visites, trouvant l'atmosphère de plus en plus pesante. Elle avait tenté d'en parler à Claire, évoquant une possible pression sur Lily. Mais la conversation avait rapidement été écourtée. Claire avait répondu que tout allait bien, que Lily était heureuse et que les autres ne comprenaient pas leur mode de vie. Ce témoignage, bien que subjectif, apportait un éclairage nouveau sur la dynamique familiale. Il ne s'agissait plus seulement d'une mère aimante et d'une enfant souriante, mais d'une relation marquée par des attentes, des répétitions et une gestion constante de l'image. Les enquêteurs avaient pris ces informations au sérieux, les intégrant dans leur analyse globale. Cela ne constituait pas une preuve, mais cela permettait de mieux comprendre le contexte, les habitudes, les comportements. Et dans une affaire où les indices matériels faisaient défaut, cette compréhension devenait essentielle. Parallèlement, certains éléments déjà observés prenaient un sens différent. Les hésitations de Lily, les regards hors caméra, les incohérences dans les vidéos. Tout cela pouvait désormais être interprété à la lumière de ce besoin de contrôle évoqué par l'ami. Mais malgré ces avancées, une question restait sans réponse. Comment cette dynamique pouvait-elle expliquer une disparition aussi totale? Était-elle simplement un contexte, ou le point de départ de quelque chose de plus grave? Les enquêteurs continuaient d'avancer, reliant les informations, croisant les témoignages, tentant de faire émerger une logique dans ce qui semblait encore fragmenté. Et peu à peu, une image plus complexe se dessinait, une image où la réalité et la mise en scène se confondaient, où les apparences pouvaient masquer des intentions bien différentes. Ce témoignage n'apportait pas de conclusion, mais il ouvrait une porte vers une compréhension plus profonde, et peut-être vers une vérité encore dissimulée derrière des années d'images soigneusement construites. Une nouvelle piste avait émergé presque par hasard, à partir d'un détail relevé dans les rapports initiaux, mais longtemps resté secondaire. Il s'agissait d'un livreur, présent dans le quartier le jour de la disparition. Son passage avait été enregistré par une caméra située à plusieurs maisons de distance, montrant son véhicule s'arrêter brièvement dans la rue avant de repartir. À l'époque, cette information avait été notée sans être approfondie. Mais dans un dossier où les pistes s'épuisaient, les enquêteurs avaient décidé de revenir sur chaque élément, même les plus insignifiants. Le livreur avait été identifié, localisé, puis convoqué pour un entretien. L'homme se souvenait vaguement de cette journée. Il effectuait une tournée régulière, livrant des colis dans plusieurs rues du quartier. Il confirmait être passé devant la maison des mères Serkin, mais affirmait ne pas s'y être arrêté. Selon lui, aucun colis n'était prévu pour cette adresse ce jour-là. Les enquêteurs avaient vérifié ces déclarations. Les registres de livraison confirmaient son itinéraire et aucune anomalie n'avait été détectée. Cependant, en examinant plus attentivement les images, ils avaient remarqué que le véhicule semblait ralentir à proximité de la maison, comme si le conducteur observait quelque chose avant de repartir. Interrogé à ce sujet, le livreur avait expliqué qu'il cherchait simplement une adresse, hésitant entre deux numéros. Il insistait sur le fait qu'il n'était jamais descendu de son véhicule et qu'il n'avait eu aucun contact avec la famille.
Malgré ces explications, les enquêteurs avaient poursuivi leur vérification. Les données de localisation de son téléphone avaient été analysées, confirmant sa présence dans le secteur, mais sans indiquer un arrêt prolongé. Son emploi du temps était cohérent, et aucune incohérence majeure n'apparaissait. Cependant, un détail avait retenu leur attention. Lors d'un second entretien, le livreur avait mentionné avoir vu une silhouette à une fenêtre de la maison, sans pouvoir dire avec certitude s'il s'agissait de Claire ou de Lily. Il décrivait une présence immobile, observant la rue. Ce souvenir, flou, semblait sincère, mais difficile à exploiter. Parallèlement, les enquêteurs avaient examiné les communications de Claire ce jour-là. Aucun appel sortant ou entrant ne correspondait à un contact avec un service de livraison. Aucun message ne mentionnait une attente de colis. Cela renforçait l'idée que le passage du livreur était une coïncidence, sans lien direct avec la disparition. Malgré cela, cette piste avait occupé plusieurs jours d'investigation. Chaque détail avait été vérifié, chaque possibilité explorée, et comme les précédentes, elle finissait par se refermer, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Ce schéma commençait à se répéter. Une piste apparaissait, semblait prometteuse, puis s'effondrait sous le poids des vérifications. Les enquêteurs avançaient, mais sans progression réelle, comme s'ils tournaient autour d'un centre invisible, sans jamais pouvoir l'atteindre. Pendant ce temps, l'attention médiatique continuait de fluctuer. L'affaire restait présente, mais perdait progressivement en intensité. Les nouvelles histoires prenaient le relais. Les priorités changeaient, et la disparition de Lily devenait, peu à peu, une affaire parmi d'autres. Claire, de son côté, maintenait sa présence en ligne. Elle continuait de publier, de parler de sa fille, de rappeler les faits. Mais certains observateurs notaient une évolution dans son contenu. Les vidéos devenaient plus centrées sur elle-même, sur son ressenti, sur sa douleur. Lily restait présente dans les discours, mais de manière plus distante, presque abstraite. Ce changement, subtil mais constant, renforçait une impression déjà présente. Comme si l'histoire, au fil du temps, se transformait, passant d'une recherche active à une narration maîtrisée, où chaque élément était intégré dans une version cohérente, mais peut être incomplète. Les enquêteurs, confrontés à cette stagnation, avaient commencé à envisager une autre approche. Plutôt que de chercher un événement isolé, ils tentaient de comprendre un système, une logique globale. Et dans cette perspective, chaque détail, même insignifiant, pouvait prendre une importance nouvelle. Le passage du livreur, bien qu'infructueux, avait eu un effet indirect. Il avait rappelé que la réponse ne viendrait être pas d'une preuve évidente, mais d'une accumulation d'éléments, d'une lecture différente de ce qui avait déjà été observé. Et dans ce processus, une idée persistait, de plus en plus difficile à ignorer. Et si toutes ces pistes extérieures n'étaient que des distractions involontaires, éloignant l'attention de l'endroit le plus évident, un endroit déjà exploré, déjà analysé, mais peut être jamais vraiment compris. Avec le temps, l'affaire avait glissé lentement vers ce que les enquêteurs redoutaient le plus, une affaire non résolue, classée, mais jamais oubliée. Les mois étaient devenus des années, et l'absence de réponse concrète avait transformé la disparition de Lily en un mystère figé, suspendu dans le temps. Officiellement, l'enquête restait ouverte, mais en réalité, elle n'avançait plus. Pourtant, l'attention du public n'avait jamais complètement disparu. Grâce à la présence constante de Claire en ligne, l'histoire restait visible, entretenue par des publications régulières, des vidéos commémoratives et des messages adressés à une communauté devenue fidèle. Elle parlait de Lily comme si elle pouvait revenir à tout moment, maintenant une forme d'espoir, ou du moins son apparence. Au fil des années, cette narration avait évolué. Les premiers appels à l'aide avaient laissé place à des réflexions plus personnelles, des récits centrés sur la résilience, la reconstruction et la manière de vivre avec une absence. Claire était devenue une figure publique encore plus influente, invitée à des événements, interviewée pour son courage et suivie par un nombre croissant de personnes. Mais certains observateurs, plus attentifs, continuaient de relever des incohérences.
Des détails dans ces récits changeaient légèrement avec le temps, des éléments étaient ajoutés, d'autres omis. Rien de suffisamment flagrant pour alerter, mais assez pour créer une impression d'instabilité narrative, comme si l'histoire était ajustée au fil des années. Dans le même temps, les archives numériques s'accumulaient. Des centaines d'heures de vidéos, de photos, de messages formaient une base de données immense, rarement explorée dans son ensemble. À l'époque, les outils d'analyse étaient limités, et la quantité de contenu rendait toute étude exhaustive difficile. Ce n'est que bien plus tard, après plus de 20 ans, qu'un événement allait relancer l'affaire de manière inattendue. Claire était décédée, laissant derrière elle une maison remplie d'objets, de souvenirs, et surtout de matériel numérique. Ses affaires avaient été confiées à une société chargée de trier, d'archiver, et de préparer la revente de certains équipements. Parmi ces objets, un ancien téléphone avait été retrouvé dans une boîte rangé avec d'autres appareils obsolètes. Il ne semblait pas particulièrement important, mais comme les autres, il devait être réinitialisé avant d'être traité. C'est lors de cette opération qu'un technicien avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Le téléphone contenait une galerie verrouillée, protégée par un code distinct du reste de l'appareil. Ce type de fonctionnalité n'était pas rare, mais dans ce contexte, il avait attiré l'attention. Après plusieurs tentatives, et avec les autorisations nécessaires, l'accès avait été obtenu. À l'intérieur, des fichiers vidéo étaient stockés, non publiés, non référencés dans les archives connues. Leur nombre était important, et leur contenu, à première vue, semblait similaire aux vidéos déjà partagées. Mais, en y regardant de plus près, des différences apparaissaient. Ces vidéos n'étaient pas montées. Elles étaient brutes, continues, sans coupure apparente. Et surtout, elles montraient des moments qui n'avaient jamais été rendus publics. Des instants plus longs, plus silencieux, où les interactions entre Claire et Lily semblaient différentes, moins contrôlées, parfois tendues. Le technicien, troublé par certains passages, avait signalé la découverte. Les autorités avaient été contactées et rapidement l'affaire, longtemps endormie, avait été rouverte. Ce qui n'était au départ qu'un simple appareil oublié devenait soudain une source potentielle de réponses. Les enquêteurs, anciens et nouveaux, s'étaient réunis pour examiner ce contenu. Chaque vidéo était analysée, chaque son, chaque mouvement. Et très vite, une impression commune s'était installée. Ce qu'ils voyaient ne correspondait pas à l'image construite pendant toutes ces années. Dans plusieurs séquences, Lily apparaissait différente, plus silencieuse, parfois visiblement mal à l'aise. Claire, quant à elle, semblait plus directive, plus insistante, répétant certaines actions, corrigeant des comportements. Ce contraste entre les vidéos publiques et ces enregistrements privés révélait une réalité plus complexe, plus troublante. Un détail en particulier avait retenu leur attention. Dans certaines vidéos, un bruit sourd, déjà entendu dans les anciens fichiers, était présent de manière plus claire. Il semblait provenir d'un niveau inférieur de la maison, comme un impact ou un objet déplacé. Ce son revenait à plusieurs reprises, toujours dans des contextes similaires. À ce stade, aucune conclusion n'était encore formulée, mais une chose était certaine. Ces vidéos contenaient des éléments qui n'avaient jamais été examinés, des fragments de vérité restés cachés pendant des années. Et dans ces fragments se trouvait peu être la clé de toute l'affaire. Ce qui allait suivre, à partir de cette découverte, ne se limiterait pas à une simple réouverture d'enquête. Cela allait transformer complètement la compréhension de ce qui s'était réellement passé, et révéler une vérité bien plus dérangeante que tout ce qui avait été envisagé jusqu'alors. L'analyse des vidéos retrouvées dans le téléphone avait rapidement dépassé le cadre d'une simple réouverture d'enquête. Ce n'était plus une question de vérifier une piste, mais de reconstruire une réalité entièrement différente de celle qui avait été acceptée pendant plus de 20 ans. Chaque fichier était visionné avec une attention extrême, parfois image par image, comme si la vérité se cachait entre deux mouvements, dans un détail presque invisible. Très vite, un schéma avait commencé à apparaître. Contrairement aux vidéos publiées, celle-ci n'était pas destinée à être vue. Il n'y avait pas de sourire forcé,
pas de montage, pas de musique. Elle montrait des moments bruts, souvent plus longs, où les silences prenaient autant de place que les paroles. Et dans ces silences, quelque chose devenait perceptible, une tension constante, difficile à ignorer. Claire apparaissait différente. Sa voix, habituellement douce et posée dans les contenus publics, devenait plus ferme, parfois impatiente. Elle donnait des instructions, corrigeait Lily, lui demandait de recommencer certaines actions. Dans plusieurs séquences, elle semblait frustrée lorsque la réaction attendue n'était pas immédiate. Ce n'était pas une explosion de colère, mais une pression continue, répétée, presque mécanique. Lily, de son côté, semblait s'adapter à ses attentes. Elle observait sa mère avant de répondre, ajustait son comportement, modifiait ses gestes. À certains moments, elle restait immobile, comme si elle attendait une indication qui ne venait pas. Ses pauses, absentes des vidéos publiées, donnaient une impression de déséquilibre, comme si la spontanéité avait été remplacée par une forme d'anticipation constante. Un détail revenait dans plusieurs enregistrements, le fameux bruit sourd déjà mentionné dans les anciens fichiers. Ici, il était plus net, plus identifiable. Il semblait provenir du sous-sol, un espace rarement montré dans les vidéos publiques. Chaque fois que ce son apparaissait, Claire interrompait brièvement ce qu'elle faisait, jetait un regard hors champ, puis reprenait comme si de rien n'était. Ce comportement avait attiré l'attention des enquêteurs. Ils avaient commencé à isoler ces moments, à les comparer, à tenter de comprendre leur origine. Le son n'était pas aléatoire. Il revenait à des intervalles irréguliers, mais toujours dans des contextes similaires, souvent lorsque Lily n'était pas dans la même pièce que sa mère. Dans une vidéo en particulier, l'un des derniers fichiers enregistrés avant la disparition, un élément nouveau apparaissait. Claire était dans la cuisine, filmant une séquence apparemment banale. Lily n'était pas visible. Puis, au milieu de l'enregistrement, le bruit sourd retentissait, plus fort que dans les autres vidéos. Claire s'arrêtait, regardait vers le sol, puis posait la caméra. Ce qui suivait était court, mais suffisant pour changer la direction de l'enquête. La caméra, laissée allumée, capturait une partie du sol, puis un mouvement, comme si quelqu'un descendait rapidement des escaliers. Quelques secondes plus tard, le silence revenait. Lorsque Claire revenait dans le cadre, son comportement était différent, plus calme, presque détaché. Cette séquence avait été analysée en détail. Les enquêteurs avaient tenté d'amplifier le son, d'améliorer l'image, de comprendre ce qui s'était réellement passé dans ces quelques secondes. Rien n'était parfaitement clair, mais une chose devenait difficile à ignorer. Quelque chose s'était produit dans le sous-sol, quelque chose que Claire n'avait jamais mentionné. À partir de ce moment, l'attention s'était entièrement déplacée vers cet espace. Les plans de la maison avaient été récupérés, les anciennes photos examinées, le sous-sol, bien que présent, n'apparaissait que rarement dans les contenus publics. Il semblait être un lieu secondaire, peu utilisé, du moins en apparence. Les autorités avaient alors pris la décision de procéder à une nouvelle fouille complète de la maison, malgré les années écoulées. Les propriétaires actuels avaient été contactés et une autorisation avait été obtenue. L'intervention devait être méthodique, précise, en tenant compte des modifications éventuelles apportées au fil du temps. Lorsque les enquêteurs étaient entrés dans le sous-sol, rien ne semblait inhabituel au premier regard. L'espace était vide, partiellement aménagé, avec quelques traces d'anciens rangements. Mais, en comparant les dimensions avec les plans d'origine, une incohérence apparaissait. Un mur semblait légèrement décalé, comme s'il avait été modifié. Cette découverte avait conduit à une inspection plus approfondie. Les matériaux utilisés ne correspondaient pas entièrement au reste de la structure. Après plusieurs tests, une décision avait été prise. Une partie du mur allait être ouverte. Ce moment marquait un point de bascule dans l'enquête. Tout ce qui avait été supposé, imaginé ou écarté allait enfin être confronté à une réalité tangible. Derrière ce mur, quelque chose avait été caché pendant plus de 20 ans. Et ce qui allait être découvert
ne laisserait plus aucune place au doute. La vérité, longtemps dissimulée derrière des images soigneusement construites, était sur le point d'être révélée dans toute sa brutalité.